Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la composition du nouveau gouvernement dévoilée au Niger. Une équipe de 38 ministres où figurent essentiellement des proches du président Mahamadou Issoufou. Fermeture de 3 camps de réfugiés en République démocratique du Congo. Ils abritaient près de 35 000 personnes. Raison invoquée par les autorités congolaises, la présence de rebelles dans ces camps. Et le secteur du transport maritime est en plein essor à Djibouti. Le résultat des investissements engagés pour positionner le pays au rang de premier hub portuaire en Afrique de l'Est. Mais tout d'abord au Burkina Faso, la CCVC, la coalition contre la vie chère, émet ses premières réserves quant à l'action du gouvernement aux affaires depuis maintenant 3 mois. La coalition regroupant des centrales syndicales mais aussi des organisations de la société civile dénonce l'impunité des crimes commis pendant les manifestations populaires d'octobre 2014. Au Niger, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce lundi. 15 ministres sont issus de la précédente équipe. 23 nouveaux jeunes ministres font leur entrée. Et sans surprise, l'opposition n'y figure pas après avoir refusé de prendre part à un gouvernement d'union nationale proposé par le président Mahamadou Issoufou. Olivia Hieré-Dobré. Le Niger dévoile le nouveau gouvernement du second mandat du président Mahamadou Issoufou, réélu en mars 2016. Un nouveau gouvernement, essentiellement constitué de jeunes, vient d'être dévoilé ce lundi 11 avril 2016 au Niger. Dirigé par Brigui Rafini, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, ce gouvernement compte 38 membres, dont 15 ministres du gouvernement précédent et appartenant essentiellement au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti présidentiel. Ainsi, Mohamed Bazoum, président du PNDS, devient ministre de l'Intérieur. Assoumi Massaoudou, secrétaire général du PNDS, obtient quant à lui le ministère de la Défense. Enfin, Marou Amadou conserve le ministère de la Justice. 23 nouveaux ministres, en majorité des jeunes, issus des partis alliés qui ont accompagné le président Issoufou au second tour de l'élection, font également leur entrée au gouvernement. Nous avons tenu notre premier conseil de ministres ce matin. La priorité du gouvernement, c'est la mise en œuvre du programme de Renaissance 2 qui a fait l'objet de toute la campagne du président Issoufou Mahamadou. Vous savez très bien que pour la deuxième fois, Issoufou a proposé 2 programmes complémentaires après son premier mandat. Et maintenant, nous nous attelons à l'élaboration de la déclaration de politique générale du Premier ministre qu'il va présenter devant l'Assemblée nationale, après quoi des plans d'action vont être élaborés pour chacun des ministères. Après avoir dénoncé une mascarade électorale et refusé de participer à un gouvernement d'union nationale proposé par le chef de l'État nigérien, c'est sans surprise que l'opposition se voit écartée de la formation de ce tout nouveau gouvernement. Par rapport au gouvernement d'union nationale, nous n'avons pas hésité à donner notre point de vue. Nous avons dit de manière claire et nette que le président voulait, à travers ce gouvernement d'union nationale, légitimer la mascarade électorale qu'il a eu à commettre. Nous ne sommes pas partants. La formation de ce gouvernement ne signifie absolument rien pour nous. Nous avons voulu créer véritablement un dialogue franc à Paris. Donc, ils sont restés dans leur logique, nous restons dans leur logique. Dans le nouvel exécutif nigérien, tous les partis parlementaires sont représentés. À noter qu'un ministère est consacré aux questions démographiques. La ministre de la Population, Christelle Kafajakou, aura la lourde mission de réduire le taux de croissance démographique nigérien, l'un des plus élevés au monde. En République démocratique du Congo, 3 camps de réfugiés ont été fermés. Ils abritaient près de 35 000 personnes. Les autorités congolaises invoquent la présence de rebelles dans ces camps. Mais pour la mission des Nations Unies, la situation des populations déplacées est préoccupante. Diarra Ndiaye. Fermeture de camps de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 camps de déplacés ont été vidés de leur population, à commencer par celui de Mpati, puis celui de Kibuye et jeudi 7 avril 2016, celui de Mbweru. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, ce sont au moins 35 000 personnes qui ont été affectées. La mission des Nations Unies au Congo se dit préoccupée face à la situation. Et étant donné que notre priorité, le socle de notre mandat, et la protection des populations civiles, donc il est tout à fait normal que cette situation aujourd'hui nous préoccupe au plus haut point. Ces déplacements sont le fruit d'activités négatives de certains groupes armés qui, comme vous le savez, sèment la province du Nord Kivu, particulièrement le territoire de Massissi et de Walikale, où nous avons vu des déplacements de populations massifs, et même dans le territoire aussi de Rotchoro.
Les autorités congolaises affirment avoir pris cette initiative compte tenu de l'insécurité observée dans les camps, particulièrement celui de Mpati. Le gouvernement de Joseph Kabila soupçonne notamment la présence de rebelles Nyatura et des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, parmi les réfugiés. Comme première conséquence de ces violences qui ont été initiées par des groupes armés, notamment les Rahia Mutomboki, les NDC Tcheka, qui est un autre groupe Maïmaï, les Maïmaï Kifuafua, les Maïmaï UPDI, qui est l'Union des patriotes pour la défense individuelle, les Maïmaï Nyatura et les FDLR. En fait, nous avons tous ces groupes armés qui se sont coalisés dans cette partie du territoire et qui mènent des violences contre les populations civiles. Et depuis un certain temps aussi, compte tenu de cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont initié des opérations dans la région en vue de mettre un terme à toutes ces exactions qui sont observées depuis un certain temps contre les populations civiles. Mais aussi, il faut rappeler que la MONUSCO est toujours disponible et soutient toutes les opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de désarmer les groupes armés illégaux. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la République démocratique du Congo comptait 1,6 million de déplacés internes fin septembre 2015. Le Nord Kivu est la province qui en compte aujourd'hui le plus, avec environ 604 000 personnes. À Djibouti, le secteur du transport maritime et de la logistique connaît un essor fulgurant en grande partie dû à sa position stratégique. Des investissements importants ont été engagés par les autorités pour positionner le pays au rang de premier hub portuaire en Afrique de l'Est. Ibrahima Djoumaba. À Djibouti, le secteur portuaire est en plein essor. Les offres de services sont diverses et variées, allant du transport à la logistique, sans oublier la manutention. Les ports sont les principaux pourvoyeurs d'emplois à Djibouti. Les marchandises en direction des pays de la sous-région transitant par ces infrastructures. Je dirais le principal secteur, effectivement, même si ce n'est pas le seul secteur, mais le principal secteur de croissance à Djibouti, effectivement. De fait, la position stratégique de Djibouti, qui se trouve à l'entrée surtout de la mer Rouge, que ce soit pour les pays enclavés, principalement l'Éthiopie, et bien sûr tous les pays comme le Sud-Soudan, si on va plus loin, vers le Rwanda et le Burundi, pourquoi pas à moyen terme. Ça permet aujourd'hui à Djibouti de se positionner en offre de services quand même, que ce soit des marchandises venant de la Chine, en tout cas de toute la région sud-est asiatique. Ça nous permet d'être en position pour aujourd'hui être le hub de marchandises à Djibouti. Avec ses 94 millions d'habitants, l'Éthiopie est devenue le principal partenaire de Djibouti en matière de services portuaires. Les relations entre les deux pays sont très poussées. Près de 90% des marchandises en direction de l'Éthiopie transitent par le port de Djibouti. Les autorités ont ainsi lancé la construction de plusieurs infrastructures pour consolider la place stratégique de Djibouti à l'entrée de la mer Rouge. Le secteur de transport logistique restera toujours le principal pourvoyeur d'emploi pour une simple raison que Djibouti est en train de, pas simplement quand on parle de mécanisation, ça n'empêche en rien parce que il y a quelques années, les marchandises venaient en vrac à Djibouti. Donc il y avait plus besoin de dockers que aujourd'hui, les marchandises sont conteneurisées. Donc il y a eu moins de dockers, mais plus de création d'emplois, plutôt valorisés, c'est-à-dire des gestionnaires de dossiers ou autres, donc qui permettent aujourd'hui de créer des emplois à valeur ajoutée. Le fait que le gouvernement a mis la barre très haute, parce qu'il y a de nouveaux ports qui sont en construction, que ce soit à Doralé, à Tadjoura, à Damerjog, à La Kassal. Bien sûr, nous attendons beaucoup de ces secteurs. À Djibouti, le gouvernement a érigé le secteur portuaire en priorité. Les projets de développement des infrastructures des transports ferroviaires dans la sous-région offrira d'autres marchés pour les Djiboutiens. En plus des pays africains, Djibouti entend se positionner comme axe maritime stratégique entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Il était un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Mamadou Bensoumaoro, journaliste et politicien, est décédé ce lundi à Accra, au Ghana, d'une crise cardiaque. Il y était installé depuis la fin de la crise post-électorale. Député de 2000 à 2011, il avait également été directeur de la radio-télévision d'État dans les années 80. Il était surnommé Waraba, qui signifie lion en malinké, pour ses prises de position très critiques vis-à-vis de la France.
Au Cameroun, l'administration publique se met à l'heure des réseaux sociaux. Après l'appel du président Paul Biya à davantage utiliser les technologies de l'information et de la communication, plusieurs ministères se sont lancés. Sur Twitter ou Facebook, ils sont désormais en lien direct avec les internautes. En reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Au Cameroun, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube, n'étaient jusqu'ici pas utilisés par les différentes composantes de l'administration publique. Pourtant, aujourd'hui, le défi du digital via les réseaux sociaux est grand. L'instantanéité, la communication rapide et la visibilité sont entre autres des atouts que peut explorer le service public camerounais au-delà des médias traditionnels. Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour pouvoir propager et promouvoir ce que ces différentes administrations font au quotidien. Parce qu'il n'est pas toujours évident que les informations là passent toujours par des canaux traditionnels que sont la télévision, la radio ou alors la presse écrite. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, on n'a pas de contrainte d'espace. On peut publier autant qu'on veut. Depuis près de 4 ans, le ministère en charge de la communication au Cameroun s'est lancé sur les réseaux sociaux. Avec son compte Twitter qui dispose aujourd'hui de près de 4000 abonnés, l'institution entretient le débat avec ses internautes. L'objectif est de partager et de diffuser la bonne information sur le plan national et international. Vous aviez des gens qui ne pouvaient pas intervenir directement dans le débat de l'espace public, mais qui, grâce à ces outils, peuvent aujourd'hui intervenir dans le débat, peuvent réagir. Et il y a effectivement beaucoup de débats qui interviennent. Quand on regarde les comptes sur les abonnés de Twitter, ils sont à près de 4000. Donc ces gens-là, ils ne sont pas tout simplement là pour nous suivre, mais ils sont là pour intervenir dans le débat qui est proposé, que ce soit les sorties du ministre ou alors les sorties que le ministre relaie pour les autres membres du gouvernement. Ils interviennent, ils donnent leur avis. Ces avis sont pris en compte. Cette mesure s'inscrit en droite ligne des recommandations faites par le chef de l'État dans son discours à la jeunesse le 10 février 2016. Le président Paul Biya avait en effet demandé de saisir les opportunités qu'offrent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.